Bonjour, alors nous allons vous présenter notre projet de fin d'études de filière spatiale. Donc ce projet consistait à réaliser la phase d'avant-projet d'une capsule de retour d'échantillons de Mars. Et du coup nous allons vous présenter tous nos travaux en différentes parties. Donc on fera une première partie sur la protection interplanétaire, une seconde partie sur tout ce qui est étude des sols et d'atterrissage de la capsule. La troisième partie consistera en l'architecture de la capsule. Dans l'avant-dernière partie, nous parlerons de la trajectoire de la capsule et de comment nous avons modélisé tout ça. Et pour terminer, nous parlerons de la protection thermique de la capsule. Je vais maintenant laisser Anton pour sa première partie sur la protection interplanétaire. Donc effectivement, on va parler de protection interplanétaire. Donc il y a deux types de protection pour une mission avec un retour sur Terre. Il y a déjà la protection lors du voyage aller vers l'autre planète, où on doit donc préserver les conditions de la planète où on va telles qu'elles étaient de base et ne pas ramener de bactéries depuis la Terre pour une future exploration biologique de la planète dite. Et il y a une seconde phase, lors du retour sur Terre, on ne doit pas ramener de bactéries ou de particules de Mars qui peuvent contaminer la Terre, qui pourraient avoir des conséquences graves. Donc nous, on va s'intéresser en particulier à cette seconde partie, donc de protéger la Terre. On a 5 catégories de protection planétaire, allant d'ailleurs de la plus 1 étant la moins sévère et 5 la plus sévère. Donc ces catégories vont être en fonction des conditions à remplir pour pouvoir effectuer la mission en tout ce qui concerne les contraintes planétaires. Donc nous, pour notre mission, ça va être une catégorie 5, puisqu'on a un retour sur Terre et que cette catégorie englobe que celle-ci. Et on a même une catégorie spéciale qui a été définie, la catégorie 5 avec retour restreint sur Terre, puisque Mars fait partie des planètes considérées comme sensibles de ce point de vue, puisqu'elles peuvent avoir eu de la vie. Donc par exemple, comme condition à remplir pour pouvoir lancer ce type de mission, on a notamment la probabilité de l'impact sur Mars par n'importe quel élément qui n'a pas été assemblé sous ISO 8, c'est-à-dire un certain nombre de petites particules et de grandes particules, doit être inférieure à 10 puissance moins 4 pendant les 50 ans après le lancement. On a aussi également la moyenne de bactéries présentes sur le système qui doit être inférieure à 300 spores par mètre carré. Et on a besoin de maintenir sous étanchéité toutes les parties de la capsule qui ont été en contact direct avec la surface de la planète. Voilà. Donc ensuite, on a dressé un arbre de défaillance pour l'événement redouté contamination extraterrestre de la Terre. Donc ça peut être lié à différents scénarios. D'abord lié à une mauvaise manipulation de l'échantillon. Donc soit lors de la collecte des échantillons sur Mars, donc un échec de la fermeture du couvercle par le bras robotique qui se chargeait également de la collecte, soit lors du retour sur Terre, une ouverture sous des conditions non restreintes de l'échantillon. Ensuite, on avait aussi la possibilité d'un problème au niveau du joint torique d'étanchéité. Donc plus précisément, on a choisi un joint en FFKM, c'est-à-dire en perfluoroélastomère, pour ses propriétés de résistance à la chaleur, vu qu'il est dimensionné pour aller jusqu'à 325 degrés. Donc on a 2 joints toriques d'étanchéité de ce type qui ferment la capsule, le conteneur, le couvercle du conteneur. Et un des scénarios peut être lié justement à une dégradation de ce joint d'étanchéité. Si la température n'est pas respectée,
ce qui peut être dû à un problème de bouclier thermique défectueux, qui ne résiste pas donc aux températures subies par la capsule. Et enfin, une dernière possibilité est carrément une dégradation de la capsule qui peut mener à une désintégration de celle-ci. Donc soit, comme précédemment, lié à une température trop élevée et donc un bouclier thermique inefficace, mais poussé à l'extrême, c'est-à-dire menant à une désintégration de la capsule, soit une vitesse de rentrée trop élevée et donc le crushable n'était pas dimensionné pour cela et on a le conteneur qui peut se briser, soit une entrée à l'envers parce qu'on a vu que la capsule avait deux possibilités de stabilisation, à l'endroit et à l'envers, et si la trajectoire n'est pas bonne, l'angle de rentrée, etc., certains paramètres peuvent mener à une stabilisation à l'envers. Et comme les boucliers avant et arrière thermiques ne sont pas designés pour pour résister aux mêmes températures, on peut donc avoir une explosion de la capsule à cause de ça. Et enfin, une dernière possibilité étant liée à un atterrissage sur une mauvaise surface, par exemple un rocher au lieu de sable, et donc le crushable ne serait pas efficace vu qu'il n'a pas été dimensionné pour cette densité de matériaux. Donc en résumé, on a 6 scénarios menant à la contamination qu'on a étudié. Donc le premier étant un échec de fermeture du conteneur, donc du couvercle du conteneur par le bras robotique qui collectait les échantillons. Le deuxième scénario étant une ouverture non contrôlée du conteneur une fois de retour sur Terre. La troisième, un bouclier thermique non efficace lié entraînant la perte de la capsule. La vitesse trop élevée durant la réentrée, la stabilisation à l'envers durant la rentrée, et enfin l'atterrissage sur un type de surface non prévue. Voilà. Et donc on peut catégoriser ces différents scénarios en fonction de leur sévérité et en fonction de leur probabilité. Alors tout d'abord, concernant la sévérité, elle est donc évaluée sur une échelle allant de A à 5, de minimum à catastrophique. Donc pour catastrophique, les conséquences peuvent être perte de vie humaine, blessures pouvant mener à la mort, graves effets sur l'environnement, perte totale du système ou de la zone de lancement, etc. Et les effets étant de moins en moins graves, allant jusqu'au minimum où il n'y a pas du tout ou des effets très minimaux de l'événement. Mais on a aussi la probabilité qui rentre en jeu. Donc elle est classée sur une échelle de A à E, A étant le minimum et E le maximum. Donc A, c'est une probabilité d'environ une fois tous les 10 000 projets, donc très faible. Ensuite, pour B, 1 sur 1000, etc. On va comme ça jusqu'à E, où c'est carrément à tous les projets, et même plusieurs fois par projet parfois. Voilà. Donc on va essayer de catégoriser selon la sévérité et la probabilité chacun des scénarios définis précédemment pour dresser un tableau croisé de la sévérité et de la probabilité et voir lesquels sont les plus dimensionnants pour notre système. Alors, pour le premier événement, donc c'est une sévérité élevée de 5 parce que dans ce cas-là, on n'assure pas l'étanchéité et donc on peut contaminer l'atmosphère ou la surface de la Terre lors de la réentrée. Mais une probabilité assez faible parce que le système de bras robotique a été dimensionné pour remplir cette fonction et il est assez simple, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Pour le deuxième, donc l'ouverture non régulée du conteneur, on a une sévérité de 4, car là, ça serait au niveau de la surface de la Terre qu'il pourrait y avoir propagation de particules martiennes, donc pas directement lors de la réentrée, donc ça serait un petit peu moins grave, mais tout de même assez grave, et une probabilité des plus faibles parce que la zone choisie pour l'atterrissage, que vous décrira plus tard à Louis,
a été choisi justement comme une zone restreinte et des gens non au courant de la procédure d'ouverture ne devraient pas tomber dessus. Alors ensuite, on arrive au scénario le plus dimensionnant, avec la criticité la plus élevée et une probabilité assez élevée aussi. Donc si on a un problème de bouclier thermique, dans ce cas-là, ça peut être le plus grave parce que on a dans ce cas-là une propagation des particules martiennes dans notre atmosphère lors de la réentrée et donc une contamination de la Terre à plus grande échelle par celle-ci. Et toutefois, la probabilité est de C, donc moyenne, on va dire, parce que on a accordé un soin particulier justement à dimensionner ce bouclier thermique pour que cet événement n'arrive pas. Alors, pour l'événement suivant, on voit que la probabilité est beaucoup plus faible parce que atterrir à une plus grande vitesse sur Terre ne va pas forcément entraîner la contamination parce que même si le crushable n'est pas assez efficace, peut-être que le conteneur va avoir un choc et que les échantillons vont se briser à l'intérieur du conteneur, mais ça ne veut pas forcément dire que le conteneur va être brisé et que son étanchéité va se perdre. Voilà, donc là, c'est moins important. On voit que le bouclier thermique est plus dimensionnant que le crushable. Ensuite, on a une stabilisation à l'envers avec une probabilité assez faible car les trajectoires, les angles ont été faits de telle sorte que justement on se stabilise dans la bonne position et une sévérité critique parce que cela voudrait dire, comme pour le troisième scénario, une désintégration lors de la réentrée et une contamination globale par les particules présentes dans le conteneur. Et enfin, un atterrissage sur une mauvaise surface. Donc là, on a une probabilité assez faible parce que la zone a été choisie justement pour, dans cet objectif d'avoir que du sable et la probabilité de tomber sur un rocher est très faible. Et là, la sévérité est relativement élevée tout de même si c'est le cas parce que le crushable n'a pas été dimensionné pour cette densité de matériaux et on peut avoir là, dans ce cas-là, le conteneur qui se brise et qui libère les échantillons sur la surface. Voilà, donc tout ça pour dire que on a pris un soin particulier à dimensionner bouclier thermique parce que c'est lui qui est plus dimensionnant pour la contamination planétaire que le crushable. Voilà. Alors pour le retour sur Terre de notre capsule, il nous a fallu choisir un lieu d'atterrissage pour cette capsule. Ce lieu doit être méticuleusement choisi parce qu'avec les spécifications ESA, il nous était impossible d'atterrir dans l'eau avec une bouée gonflable ou alors d'utiliser des parachutes. Donc pour cela, on avait 3 propositions de lieux. La première était Woomera en Australie, la seconde l'UTTR en Utah, donc aux États-Unis, et la troisième le désert du Kazakhstan. Sachant que le désert du Kazakhstan, on l'a vite écarté de notre projet parce qu'on n'avait aucune donnée sur ce lieu. Donc je vais commencer par vous présenter le premier lieu d'atterrissage plausible pour notre capsule, donc qui est Woomera en Australie. Donc Woomera, c'est une zone qui est militairement contrôlée dans le sud de l'Australie. C'est un désert qui est immense, qui est plat et donc il n'y a pas de relief particulier. Sa surface est supérieure à 120 000 km², donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près comme la moitié de la France. La surface est aussi grande que la moitié de la France. Et pour sa composition géologique, c'est une composition qui est très simple. C'est composé seulement de sable dense et de petits graviers. Après plusieurs recherches sur Internet, on a étudié plusieurs types de sable. On a décidé de prendre un module Young de 320 mégapascales qui correspond à un module Young très élevé pour le sable, car le sable étudié ici est très très dense. Notre second lieu d'atterrissage, c'est l'UTTR en Utah.
Donc l'UTTR qui signifie Utah Test Training Range. Donc c'est aussi une zone qui est militaire, donc c'est une zone dans laquelle ils font des essais de missiles, etc. C'est un désert qui est assez petit, il fait un petit peu moins de 7000 km², donc c'est quand même 15 fois moins que le désert précédent. Donc à taille humaine, il est plus raisonnable, on va dire. Et il se trouve juste à côté de la ville Salt Lake City. C'est un ancien lac salé en fait. Pour tout ce qui est composition géologique, alors on se rapproche vraiment de Woomera, c'est-à-dire que c'est de la boue qui est sèche, donc comme du sable très dense, et avec un petit peu de sel par-dessus. Et pour simplifier les calculs, et puis après avoir fait aussi de nombreuses recherches sur Internet, on a décidé d'utiliser le même module Young que pour le désert de Woomera, donc ce qui allait nous permettre de faciliter nos calculs. Une des spécifications ESA qui a été dimensionnante et très largement, qui nous a permis de choisir le lieu d'atterrissage de notre capsule, et qui, après l'impact de la capsule avec le sol, on a maximum 2 heures pour aller la récupérer. Donc dans un désert qui fait 7000 km², en 2 heures ça peut aller. Or dans un désert qui fait 120 000 km², qui est aussi large que la France, on aurait un petit peu de mal. Donc c'est pour cela qu'on a choisi de faire atterrir notre capsule en Utah, aux États-Unis. Maintenant, je vais vous présenter la modélisation de la capsule pour étudier tout ce qui est énergie cinétique à l'impact et voir quelles sont les déformations du sable et de la capsule. Alors, quelques données initiales. Alors, l'impact de la capsule se fait à 65 mètres secondes. J'ai approximé l'épaisseur de la capsule à 3 cm, donc la capsule fait 3 cm d'épaisseur et est composée d'aluminium. Donc c'est un aluminium basique qui fait 73,1 gigapascal de résistance élastique. Pour tout ce qui est le sable, donc, on a essayé de modéliser un sable qui était très dense avec un module Young de 320 mégapascal. Alors, un impact entre la capsule et le sol, donc ça va causer des déformations plastiques et élastiques. Donc comme on peut le voir sur cette image, on a la capsule qui va s'enfoncer dans le sol, donc d'à peu près entre 12 et 15 cm de profondeur. La vitesse d'impact et l'impact entre le choc entre la capsule et le sol va créer de l'énergie, et il va falloir dissiper cette énergie. Il y a une partie de l'énergie cinétique qui va être dissipée par le sol, et une autre partie qui est majoritaire, qui va devoir être absorbée par la capsule et par le matériau écrasable, et tout ça pour garder l'échantillon intègre. Donc, on remarque sur cette photo qu'après l'impact avec le sol, la capsule est devenue assez plate. On a ici les pointillés qui montrent la forme initiale de la capsule. Donc on a la capsule qui est devenue plate, et c'est un petit peu creux, c'est concave sous la capsule. Donc on a vraiment le matériau écrasable qui va vraiment jouer un rôle pour l'absorption de l'énergie cinétique. Pour ce qui est maintenant des résultats, alors à l'impact, on a une énergie cinétique qui est de 11 403 joules, donc, qui est quand même assez conséquent. Donc cette énergie cinétique, c'est l'énergie qui va être dissipée par le sol, donc par le sable, parce que notre énergie totale, l'énergie cinétique totale de notre système est un petit peu plus grande, qui est de 2,1 fois 10 puissance 5 joules. Ce qui est un petit peu différent avec Abacus, comme on peut le voir ici, là, c'est pas les mêmes notations. Abacus n'utilise pas de système d'unité, donc c'est-à-dire qu'il nous faut créer notre propre système d'unité. Et comme on avait pris des dimensions de la capsule en millimètres, c'est pour ça qu'on a l'énergie cinétique en kilogrammes millimètres carrés seconde moins 2. Avec cette énergie-là, on a voulu savoir quelle vitesse elle est dissipée par le sol. Donc, vu qu'on connaît la formule de l'énergie cinétique, il nous suffit tout simplement de passer V de l'autre côté et de l'isoler, et on obtient 12,33 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse que va absorber le sol au choc. Le reste de la vitesse, donc 52,67 mètres secondes, qui correspond à la vitesse dissipée par le sol moins la vitesse initiale d'impact moins la vitesse qui est dissipée par le sol.
Donc cette vitesse-là va devoir être absorbée par la capsule et le matériau écrasable. Et donc c'est grâce à cette étude que Tiphaine et les autres membres du groupe ont pu choisir le bon matériau écrasable. Donc maintenant Tiphaine va vous parler de l'architecture de la capsule et de ce matériau écrasable. Alors pour déterminer les différents équipements dont on aurait besoin pour satisfaire notre mission, on a décidé d'effectuer un arbre produit, c'est-à-dire à partir des fonctions principales et des fonctions contraintes liées à notre mission, en déduire des solutions et donc des solutions architecturales. Par exemple, si on prend les premières fonctions principales qui nous viennent à l'idée, c'est devoir suivre la capsule le long de la rentrée et une fois posée sur le sol. On a aussi des contraintes liées à l'étanchéité de notre conteneur, des contraintes aussi de décélération de notre conteneur qui ne doit pas excéder 2000 G, et aussi respecter des températures à l'intérieur de notre capsule pour encore satisfaire des contraintes thermiques pour notre conteneur. Voilà quelques fonctions principales qui nous ont permis de déterminer qu'on aurait besoin d'antennes, d'émetteurs et d'une batterie pour suivre la capsule durant la trajectoire. On a aussi besoin de joints d'étanchéité, d'un matériau écrasable pour la décélération de notre conteneur, de protection thermique à la fois sur notre partie supérieure et inférieure de notre capsule, et aussi d'un cylindre central qui va permettre à la fois de maintenir le matériau écrasable, mais aussi de pouvoir fixer les différents équipements, par exemple ceux liés à la localisation, sur une structure. Du coup, ce sera le cylindre central qui va permettre de réaliser ça. Du coup, voilà, de l'arbre produit, on en déduit les différents sous-systèmes. Tout d'abord, le conteneur qui est représenté ici, sur la vue éclatée de notre capsule. Des protections thermiques supérieures et inférieures, ici et là, le heat shield et le back over. Notre structure, dont on aura usiné au préalable dans la masse des attaches qui vont permettre de fixer la partie haute et la partie basse. Donc, vous pouvez voir ici, avec un accès pour venir rifter par le dessus les différents éléments de la structure. Notre matériau écrasable et le cylindre central qui permet de le contenir. Alors on a choisi d'utiliser une géométrie arrondie, car c'est celle qui est le plus susceptible de résister à l'impact. Maintenant, cette géométrie-là, elle a été tout d'abord... on s'est inspiré de ce qui avait été fait précédemment, soit dans les missions précédentes ou à travers des rapports, pour avoir une première géométrie. Mais ensuite, c'est surtout la partie thermique et de trajectographie qui nous ont permis de déterminer les différents paramètres qui définissent la géométrie de notre capsule. Par exemple, le fait que le diamètre doit être de 80 cm, une hauteur de 40 cm, des angles inférieurs et supérieurs de 70 et 45, et un rayon de nez de 60 cm, mais dont reviendront mes collègues par la suite. On a utilisé pour la structure, on a fait le choix de l'aluminium. Alors ici j'ai présenté quelques avantages et inconvénients. Tout d'abord, l'avantage serait que l'aluminium est un matériau très utilisé dans le domaine du spatial et de l'aéronautique. Et donc on a une bonne connaissance des propriétés thermiques et mécaniques de ce matériau-là. En revanche, c'est vrai que si on compare par rapport aux matériaux composites, la densité de l'aluminium est très élevée. Du coup, ce qui va nous amener à avoir une capsule assez lourde, mais on ne pouvait pas utiliser de matériaux composites car pour le coup, leur conductivité thermique est trop élevée et ne permettait pas de respecter des ambiances thermiques souhaitées à l'intérieur de notre capsule. Maintenant, pour parler un peu plus en détail du conteneur, voici sa géométrie. Du coup, encore une fois, composée d'une partie inférieure, partie supérieure. Ici, c'est le couvercle. Nous, notre mission, c'était de ramener 500 grammes d'échantillons martiens. Donc, connaissant la densité du sol martien en surface, on en a déduit un certain volume. Et voilà, nous, du coup, on devait respecter un volume de 130 cm3, mais on a préféré prendre une certaine marge, du coup, avoir un volume de 183 cm3.
qui est représenté ici en fait par ces 5 cavités, aussi représentées ici, de un peu moins de 40 cm3 chacune. Comme ça permet en fait de pouvoir, par exemple, si lors de l'insertion des échantillons dans la cavité, on a un problème, le fait qu'on n'arrive pas à remplir une des cavités, ça ne pose pas de problème sur notre condition de retourner avec 500 grammes d'échantillon. En plus de ça, faut prendre en compte que les cavités ne sont pas remplies à ras-bord, et du coup là encore on perd un petit peu de volume. Du coup maintenant, pour parler un petit peu plus en détail du mécanisme de fermeture de notre conteneur, on va venir à l'aide du bras qui va aussi insérer les échantillons dans nos cavités et celui qui va procéder à la récolte des échantillons sur Mars. Ce même bras-là va venir placer un couvercle sur le dessus du conteneur. Et ce couvercle, en fait, il va venir pousser des petits tiges qui seront préalablement installés dans notre conteneur. Et une fois arrivés en bout de course, ces tiges vont venir se bloquer ici, comme représenté sur ces deux photos-là, à deux moments différents de la manipulation, et vont venir donc bloquer le couvercle sur le conteneur. En plus de ça, on va disposer un genre d'étanchéité dans la partie inférieure et supérieure pour assurer la protection de nos échantillons. Maintenant, concernant la géométrie de notre conteneur, on a choisi d'utiliser une forme demi-sphère, c'est-à-dire en fait de façon à, lors de l'impact, avoir la plus grande surface, de façon aussi à répartir au mieux les efforts sur notre matériau écrasable. Il faut aussi prendre en compte que pas seulement le matériau écrasable va permettre la décélération du conteneur, mais aussi la structure. On en parlera un petit peu après. Maintenant, concernant le matériau écrasable. Du coup, on a fait le choix du matériau écrasable et pas d'un matériau de type nid d'abeille, car on voulait que notre capsule soit décélérée dans le cas de figure où on arriverait avec un certain angle d'inclinaison à l'impact. Et ça, seul le matériau écrasable peut satisfaire cette condition-là. On a déterminé notre matériau écrasable en fonction de deux paramètres qui sont la densité et la conductivité thermique. La densité, c'est presque évident que dans le milieu spatial, il ne faut pas emporter trop de masse parce que ça coûte cher. Et la conductivité thermique, c'est tout simplement pour à l'impact, en fait, le conteneur sera du coup un peu plus enfoncé dans le matériau écrasable et aussi la structure sera un peu plus remontée dans la structure. Ce qui fait que ces deux équipements seront proches et donc, vu que ce sera à l'impact, le bouclier thermique sera très chaud, on a un risque que la condition de température au niveau de notre conteneur ne soit pas respectée. Du coup, pour éviter ça, on va utiliser un matériau écrasable qui présente une faible densité. Du coup, voilà, on en est arrivé à faire le choix d'une mousse de polymère qui s'appelle RX. On a fait différents calculs à la fois sur la décélération, la distance qu'il fallait pour que le conteneur soit décéléré sans excéder une accélération max de 2000 G. On a trouvé un résultat de l'ordre des 120 mm, mais ayant de mauvaises connaissances sur ce type de matériau, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on l'utilise dans ce contexte, on a appliqué une marge assez importante, et du coup on arrive à quelque chose de l'ordre de 180 mm à respecter pour que le conteneur soit ralenti. En plus de ça, comme je l'ai dit précédemment, il faut prendre en compte le fait que la capsule sera déformée, et là les simulations Abaqus nous montrent qu'on a une déformation et que donc le heat shield et la structure inférieure va remonter d'environ 80 mm. Tout ceci pour nous montrer qu'il va nous falloir une distance minimum de 260 mm. Et c'est en fait c'est ces paramètres-là qui vont influencer directement sur la hauteur de notre capsule. Maintenant, pour parler un petit peu plus en détail du cylindre central, qui est aussi représenté ici sur notre coupe, lui, sa fonction, comme dit précédemment, c'est pour maintenir le matériau écrasable à l'impact, mais aussi pour lier les différents équipements sur une structure. Et ce sera donc le cylindre central. Là encore, il faut simuler les déformations de notre cylindre à l'impact,
car lui aussi a des risques de rentrer en collision avec notre conteneur. Voilà. Maintenant, pour parler un peu plus en détail de la façon dont on va séparer notre capsule de l'ERV, et aussi comment on va pouvoir le mettre en rotation, et ben on a tout simplement utilisé le même mécanisme que pour la mission Huygens Cassini, mais adapté ici pour des capsules de plus petite masse. Je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros la structure, l'équipement est composé de trois pièces différentes, un anneau à la fois sur le RC et le RV, et un système de séparation entre les deux qui va permettre de mettre en rotation, en suivant un rail hélicoïdal, notre capsule. Du coup, là, la question, c'est de savoir si on installe l'anneau sur la partie supérieure ou inférieure de notre capsule. On a fait le choix de l'installer sur le back-over, car on voulait éviter toute fixation sur notre heat shield, qui sera très sollicité lors de la rentrée. Du coup, on ne voulait pas qu'il y ait d'imperfection en fait. Mais ceci nous amène à un autre problème, c'est le fait que pendant le transport entre Mars et la Terre, le heat shield sera donc en contact direct en fait avec l'espace et donc sujet à des impacts de débris spatiaux. Alors on n'a pas calculé la probabilité d'avoir un impact sur cette partie-là de notre capsule, mais voilà, ce qui suit c'est des options qu'on pourrait rajouter à notre structure. En fait, c'est équiper notre capsule, et plus particulièrement en fait notre bouclier thermique, d'un deuxième bouclier qui s'appelle bouclier de Whipple et qui permet justement de protéger les protections thermiques d'agression de débris spatiaux. En plus de ça, comme option, sur lesquelles on aurait pu peut-être approfondir, c'est équiper notre capsule d'instrumentation, à la fois de capteurs de pression et capteurs thermiques, qui seront placés sous le bouclier thermique afin de mieux connaître les phénomènes lors d'une rentrée atmosphérique. Maintenant, concernant l'intégration de notre capsule, comme je l'ai dit précédemment, en fait, on va avoir des structures, des attaches qui vont être directement usinées dans nos structures principales et on va venir les rifter sur le dessus afin de bien joindre ces différents éléments de la structure. Ensuite, on va venir boucher les trous et les recouvrir de protection thermique. Et maintenant, on a effectué un bilan de masse de tout ça à l'aide de Katia. On a appliqué une marge de 20% sur chacune de nos masses, car vu qu'on se situe en phase d'avant-projet, on voulait se laisser de la flexibilité sur la suite. Donc voilà, on arrive à une masse totale de 150 kg. On voit que c'est surtout la structure qui pèse, parce qu'on a utilisé un aluminium très dense. Du coup, il y aura peut-être à approfondir ce sujet, utiliser un matériau avec une plus faible densité. Peut-être aussi optimiser l'épaisseur de la structure avec un logiciel de calcul de structure. Et on voit aussi que c'est le matériau écrasable qui est très lourd. Peut-être prendre des marges un peu plus faibles afin d'avoir des masses moins élevées. Et pour finir, on a le centre de gravité qui respecte bien notre condition. On voulait avoir un centre de gravité 30% inférieur au diamètre de la capsule, et on voit que c'est des choses respectées. Du coup, on peut dire que notre capsule est stable, mais pas complètement, car le centre de gravité n'étant pas complètement dans l'axe, on aura aussi un petit mouvement de précession, mais pas jugé catastrophique pour notre mission. Voilà. Du coup, je laisse la suite. Donc, je vais vous parler de notre étude de trajectoire et de notre modèle algorithmique. Donc très vite, il a été décidé d'établir un algorithme en fait, qui permet de calculer la trajectoire et de pouvoir mesurer tous les paramètres en temps réel de la simulation. Donc, au début, nous avions décidé de partir sur un algorithme sous le logiciel MATLAB. Il a en fait été très rapidement décidé de changer car le langage jugé trop rigide et ne nous permettant pas d'élargir la palette de problèmes pour pouvoir étudier dans l'algorithme. Nous sommes partis sur le langage Python. Comme je le disais, l'idée était vraiment de modéliser l'atmosphère et de suivre les paramètres aérodynamiques qui évoluaient pendant la rentrée.
Donc cela est fait en résolvant tout simplement un principe fondamental de la dynamique. Donc nous supposons qu'il n'y a aucune portance, que la rentrée est non propulsée, et donc nous nous trouvons seulement avec des forces de poids et de traînée, avec juste la vitesse en entrée en fait, qui est élevée à 12,5 km par seconde. Donc nous voulions accéder comme paramètre la vitesse selon le temps, l'altitude selon le temps, le pic de décélération ainsi que le pic de flux thermique. Donc comme vous pouvez le voir, voici le modèle atmosphérique, en fait la densité. Donc on peut voir qu'elle évolue de 10 puissance moins 11 kg par mètre cube à 500 km en altitude de la Terre, jusqu'à évidemment 1,225 km par mètre cube. Et donc voici la courbe d'évolution d'altitude selon le temps. Et donc voilà, donc je vais vous présenter les résultats que donne l'algorithme à la suite de la run. Donc on débute l'étude de l'algorithme à 500 km en altitude de la Terre. Le temps de vol est estimé à 365 secondes. La vélocité terminale à 65 mètres par seconde, donc on touche le sol à 65 mètres par seconde. Et le total flux de chaleur est estimé à 231 000 mégajoules par mètre carré. Le facteur de charge maximale pendant la rentrée aérodynamique est évalué à 71 G, à l'altitude de 37 km. La pression dynamique maximale à 90 000 pascal, pareil à 37 km d'altitude. Et la densité de flux maximale est estimée à 13 000 mégajoules par mètre carré aux alentours de 45 km d'altitude. Donc comme vous pouvez voir sur le courbes, on a le pic de facteur de charge aux alentours de 37 km. Et voici les courbes de vélocité en fonction du temps. Et voici la trajectoire en fait, du spacecraft. On estime que la rentrée se fait à un angle d'attaque constant jusqu'à en fait, la perte totale de la vitesse et l'attraction gravitationnelle de la Terre prenant le dessus. En fait, on estime que la trajectoire devient concentrique vers le centre de la Terre. Donc ça, c'est les données en sortie de l'algorithme. Et je vais laisser la parole à Pierre-Adrien en fait, qui va vous parler du bouclier thermique. Donc je vais vous parler de la protection thermique de la capsule. Donc en effet, il est nécessaire d'avoir une épaisseur de protection thermique sur l'ensemble de la capsule pour la protéger des flux élevés qu'elle subit pendant la rentrée. L'objectif, c'est donc de dissiper tous ces flux. Donc on va considérer que la capsule peut être séparée en deux parties. La partie frontale avec le bouclier thermique ou heat shield qui va encaisser la majorité du flux thermique, et la partie arrière, l'aft body, qui lui va subir des flux beaucoup plus faibles pendant la rentrée. Le retour d'expérience donne des flux sur l'arrière du corps de la capsule d'environ 5% de ceux subis par le bouclier thermique. Comme c'est un prédimensionnement, on prendra une marge et on appliquera un flux de 10% sur l'ensemble de l'arrière-corps de la capsule. Pour ces deux parties de capsule, on peut envisager donc, deux types de matériaux différents. On va considérer un matériau ablatif pour le bouclier thermique. En effet, les matériaux ablatifs permettent de dissiper une plus grande quantité d'énergie puisque le système d'ablation permet de dissiper de l'énergie dans l'air autour de la capsule et non pas à l'intérieur des matériaux. Pour les flux de l'arrière-corps, ceci étant beaucoup moins élevé, on pourra se contenter d'un matériau non ablatif, simplement un simple isolant thermique. L'équation de la chaleur à résoudre afin d'obtenir nos résultats, elle est présentée ici. Il s'agit donc de tous les flux entrants dans le système, le flux convectif, le flux radiatif de la couche limite et le flux radiatif dû à l'ablation. Et ceci va être dissipé sous forme de flux de vaporisation de la matière, le flux radiatif de la paroi et le flux de conduction à l'intérieur de la capsule. Pour notre dimensionnement, on négligera les effets de vaporisation et d'ablation afin d'obtenir des formules plus simples. Le flux convectif total a été obtenu grâce à l'algorithme Python présenté précédemment. Il s'agit donc de 13 000 kW par mètre carré.
Et on considère une hausse de ce flux d'environ 20% pour la partie radiation. Le flux, donc ainsi que je l'ai dit précédemment, le flux sur le back cover, c'est environ 10% du flux subi au point d'arrêt. Pour en venir aux matériaux utilisés, comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser pour la partie frontale pour le bouclier, la partie frontale de la capsule, un matériau ablatif. Donc ici, ce sera le PICA, ou Phenolic Impregnated Carbon Ablator. C'est un matériau qui a déjà volé, dont l'efficacité a été prouvée notamment sur la navette spatiale américaine, sur la mission de retour d'échantillons Stardust, et qui vole actuellement en version améliorée sur les capsules Dragon de SpaceX. Donc c'est un matériau ablatif fait d'un substrat de fibre de carbone dans lequel on vient insérer un polymère phénolique. Il subit un flux maximum d'environ 12 000 kW par mètre carré. Ce flux peut paraître un petit peu léger, mais en travaillant sur la trajectoire et la forme de la capsule, il est possible de réduire nos flux à ces quantités-là. Et ensuite, pour la partie arrière de la capsule, on va utiliser du Circa. Le Circa, c'est du Silicon Impregnated Carbon Ablator. Et c'est un matériau isolant de faible densité et d'ablation très faible. Les flux reçus sur l'arrière-corps ne permettront pas l'ablation de ce matériau. Et pareil, c'est un matériau qui a volé sur les missions Pathfinder et pour les rovers martiens notamment. Et donc, comme indiqué, il peut subir un flux maximum de 1000 kW par mètre carré, et ce flux étant ce qu'on va retrouver à peu près sur l'arrière-corps de la capsule. Tous ces matériaux vont être fixés à la structure de la capsule avec une colle qu'on appelle la RTV Silicone Adhésive. Donc c'est un adhésif en silicone un peu élastique qu'on a choisi car il est très résistant aux hautes températures, monté jusqu'à 250 degrés environ, et il se déforme peu et a peu de perte de ses propriétés physiques avec l'augmentation de la température, tant qu'il peut supporter le flux évidemment. Maintenant, pour dimensionner les épaisseurs de protection, en ayant obtenu grâce à l'algorithme Python les flux de chaleur et notamment la quantité de chaleur totale subie par la paroi, on a pu trouver les résultats obtenus par les MER, c'est-à-dire les Mass Estimating Relationship développés par le centre de la NASA de Langley. Ce sont des méthodes qui permettent d'obtenir une épaisseur en connaissant les propriétés du matériau et en fonction de la quantité de chaleur reçue par le système et de la vitesse d'entrée du véhicule. Pour les deux matériaux, les formules sont présentées ici, et donc on va obtenir les résultats en épaisseur ci-dessous, c'est-à-dire environ 5 cm après l'application des marges pour le bouclier avant et un peu plus de 2 cm d'épaisseur pour l'arrière-corps. Évidemment, tout ça a une masse, et donc en appliquant les densités de matériaux sur la surface considérée, on obtient une masse de 7 kg de protection thermique pour le bouclier avant et un peu plus de 4 kg pour la partie arrière. Évidemment, donc ces masses ayant été établies à l'aide d'algorithmes, à l'aide de calculs d'estimation, ils sont sujets à des marges d'erreur relativement importantes, environ 10%, et donc les résultats peuvent être soumis à variation et devront être approfondis dans des études plus poussées. Également, on se rend compte que les flux rencontrés en première approche avec notre capsule, puisqu'ils avoisinaient les 13 000 kW par mètre carré, peuvent être un petit peu lourds à subir pour les protections thermiques. Et on a déjà essayé d'anticiper d'autres boucles de calcul en augmentant le coefficient balistique par exemple de la capsule, en augmentant son diamètre pour essayer de freiner un petit peu plus haut
un petit peu plus vite et de réduire ça contribuerait à réduire les flux subis par les matériaux et valider notre choix de matériaux. Également, nous n'avons pas pu réussir à calculer la chaleur subie par le conteneur. Néanmoins, celui-ci devrait être capable d'encaisser les flux, ceci étant déjà dimensionné pour la tenue de la colle en sortie de protection thermique. L'isolation du matériau interne de la capsule devrait garantir la bonne tenue de température pour le conteneur. Et donc je vais laisser la parole pour une conclusion du projet. Donc le projet de retour d'échantillons a été étudié en supposant bien sûr une rentrée donc sans portance et non propulsée. Donc nos résultats ont démontré qu'une capsule de masse d'environ 150 kg et de 80 cm de diamètre était dimensionnée et pouvait survivre la rentrée atmosphérique ainsi que le choc au sol. Nos résultats ont été jugés cohérents avec d'autres missions. Cependant, nous sommes conscients qu'il y a plusieurs pistes d'amélioration, comme Pierre-Adrien vient de le mentionner, en augmentant par exemple le diamètre pour réduire les flux subis. Nous voulions aussi développer un modèle ANSYS sous Fluent pour modéliser en fait mieux et plus fidèlement la traînée atmosphérique de la capsule pour ensuite avoir un CX et utiliser ce CX dans plusieurs écoulements pour ensuite implémenter un CX variable dans l'algorithme qui aurait rendu du coup la simulation plus fidèle. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone. Merci. Merci.